professeur Didier Raoult, vous revenez d'une mission au Gabon. Quelles expériences en avez-vous retirées? Concernant, il y avait plusieurs domaines, mais concernant la prise en charge du Covid, d'abord, effectivement, j'ai été très impressionné par la gouvernance au niveau du pays. Les ministres que j'ai rencontrés étaient d'un niveau inattendu, vraiment, pour moi en tout cas, une très grande qualité, de formation et d'intervention. Deuxièmement, sur place, à Franceville, j'ai été impressionné par la rapidité de la mise en place des outils, qui dans certains cas ont été plus rapides qu'en France. En février-mars, ils commençaient à faire les tests Covid. Ils ont commencé à faire des séquences, la séquence variante à partir de mai 2020. Et donc je pense qu'ils ont des séquenceurs, ils ont bien sûr, ils ont plus besoin d'aide au niveau de la formation des gens. C'est un des éléments majeurs de l'IHU. Et un des éléments majeurs de l'IHU, ça a été, et ça devra rester, d'avoir des liens avec les pays francophones pour les aider à former des gens de manière à ce que leur niveau d'usage des outils soit dynamique. Mais au niveau décisionnel, moi je suis très impressionné par la qualité de la réponse qui doit nous faire réfléchir sur leur potentiel, et singulièrement, on avait remarqué, on a fait une publication là-dessus, que quand on ramenait le nombre de génomes au nombre d'habitants, au nombre de morts par le Covid, il y avait 14 pays africains qui avaient fait mieux que nous. Donc il faut se départir de cette arrogance française, de cette manie de prendre tout le monde pour des imbéciles, parce que le monde court, et il ne cherche plus nécessairement à nous imiter, en particulier quand nos choix sont des choix qui ne sont pas très convaincants. Par ailleurs, ils ont eu effectivement, ils m'ont présenté un travail d'évaluation du traitement tel que nous l'avons proposé, pas des traitements à moitié, mais associant l'hydroxychloroquine à 600 mg par jour avec l'azithromycine, avec des résultats qui sont très impressionnants sur le plan de la mortalité et de la guérison, qui sont complètement autonomes de nous. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça, donc ils m'ont présenté parce que j'étais là. Donc très bien, on va continuer à travailler avec eux, à faire des séquences complètes, parce qu'ils font des séquences juste de la spike, je pense qu'il faut faire tout le génome, accueillir quelqu'un pour leur montrer comment utiliser le nouveau appareil séquençage un peu à haut débit qu'ils ont installé, comme on l'a fait avant pour le Sénégal, puis échanger avec eux des amorces pour identifier les nouveaux génotypes qui circulent là-bas. Donc c'est des gens qui ont un niveau technique incontestable, des capacités techniques qui me paraissaient être en mai 2020 supérieures à celles de pas mal de CHU français. Et donc je pense que là, comme ailleurs, il faut être modeste dans la vie, et que donc il faut regarder ce que font les gens et arrêter de prendre les gens pour les sous-développer. Donc c'est une vraie leçon quand on a du Gabon. Bien entendu, les gens étaient très gentils. Mais je voulais dire, c'est que c'est quand j'étais là-bas que j'ai participé à une séance de Cyril Hanouna, parce que c'est un homme qui est très gentil et très courtois avec moi. Avec les autres, je ne sais pas, je ne connaissais pas son mission. Et je voulais lui dire, il n'y a pas que des gens, des extrêmes qui me soutiennent, il y a des gens très à gauche comme sud, il y a des gens qui sont très à droite, mais il y a aussi, bien sûr, des centristes. Je remercie Jean-Claude Gaudin qui m'a appelé pour me dire que, comme d'habitude, il me soutenait, comme il n'a jamais cessé de me soutenir, et qu'on n'aurait pas pu bâtir cette chose qui est devenue unique au monde si Jean-Claude Gaudin ne nous avait pas soutenu, compris pour le permis de construire ces services où il nous empêchait de construire à la dernière minute. C'est lui qui a débloqué ça. Bien sûr, Renaud Muselier qui n'a pas cessé de nous soutenir. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont républicains, il y a des gens qui sont centristes, il y a des gens qui sont très à gauche, des gens qui sont très à droite. Donc cette vision est une vision qui traverse les mondes politiques, qui n'appartient pas à un courant politique particulier, mais c'est les humains qui jugent les uns les autres avec ce qu'ils considèrent comme prioritaire ou ceux en qui ils croient, de nous soutenir, ou au contraire de considérer qu'on est diabolique. Et c'est pas même Marseille, ouais, parce que à Marseille même, juste à côté de chez nous, il y a des gens qui le considèrent comme diabolique. Donc c'est pas juste un truc Marseille-Paris, hein, c'est les humains sont comme ça. C'est devenu, pour une raison qui m'échappe, un sujet qui est, comme on dit maintenant, clivant, c'est-à-dire binaire. Ça n'a pas de sens pour moi.
Je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. On a plus de données, je vais vous le montrer, que n'importe qui au monde. Donc, on donne ces données parce que notre rôle n'est ni d'être pour ni d'être contre le gouvernement. On n'est pas un office de propagande, ni pour ni contre. Et on continue à faire la science. Alors, ça irrite beaucoup les gens parce qu'il y a des gens qui voudraient que nous utilisions, je vous en reparlerai, notre crédibilité pour soutenir leur politique, mais ce n'est pas notre rôle. Voilà, notre rôle, c'est de dire ce qui est. Et souvent, ce qui est, on le voit plus tôt parce qu'on a les outils pour le voir. C'est pas qu'on est plus malin, on les voit plus tôt. Et comme on n'a pas d'opinion a priori, sauf qu'il faut essayer d'être intelligent, je qu'ils ici des efforts. Hein. Mais du coup, tout le monde s'excite après sur est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est vrai, ah, c'est fake news, c'est pas vrai. Ces gens savaient mieux ce dont je parle que ce que je dis moi. C'est pas sérieux. Voilà. Pouvez-vous nous faire un point sur ce qui s'est passé dans l'IHU depuis 1 an et demi ? Voilà, comme d'habitude, c'est les grands nombres que je vous présente. Vous voyez que donc on a fait plus de 800 000 tests maintenant chez 520 000 personnes, dont 262 000 sont venus se faire dépister dans l'IHU. Pour mettre les choses en proportion, il y a 800 000 habitants à Marseille. Hein. Donc quand même, il y a beaucoup de gens qui nous aiment bien Marseille parce que simplement, on s'est occupé d'eux. On leur a rendu service, on s'est occupé d'eux avant que les gens commencent à s'occuper d'eux. Je remercie d'ailleurs le président Macron, quand il est venu à Marseille, d'avoir souligné que c'était la très bonne science qu'on faisait ici et que c'est nous qui avions déclenché les tests systématiques et c'est nous qui avons, je en parlerai, déclenché de faire les génomes pour les virus, pour arrêter de considérer que les virus sont des objets. Les virus ne sont pas des objets, ils sont vivants, mais que les gens se disputent pour savoir sur la signification de ce qui est là. En tout cas, ils changent beaucoup. Quoi. Que donc, il faut les séquencer pour savoir qui ils sont. Si on ne les séquence pas et qu'on dit c'est du SARS-2 ou c'est l'agent de la Covid-19, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, il faut faire des séquences, on a commencé à le faire avant les autres, ce qui nous a permis aux gens de se moquer de nous pendant 3 mois parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était un variant, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder les séquences, ce que moi je fais plus longtemps. Et donc, ces points-là, je suis content que... Vous voyez, donc il n'y a pas que les gens d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni du centre, même le président qui trouve que ce qu'on fait est bien, je suis content. Reconnaissance. Le nombre de patients positifs, vous voyez, 57 000 personnes infectées, dont 41 000 sont venus ici, dont, parmi lesquels, plus de 30 000 ont été soignés ici, ils sont en hôpital de jour, sont hospitalisés. On a fait 25 000 sérologies. Bernard Lascola a inoculé près de 10 000 prélèvements, il a 4 500 souches. C'est la plus grande collection au monde de ce virus. Personne n'en a fait autant. Au monde. Il n'y a pas non plus un endroit au monde où on est concentré autant de patients pris en charge. C'est le premier au monde. Donc il faut remettre les choses en situation. Là, on n'est pas à se disputer pour savoir qui a fait plus ou qui n'a pas fait plus. Donc ensuite... Les ECG faits par M. Darro en particulier, parce que les gens ont commencé à s'émouvoir du rôle de l'hydroxychloroquine. Il faut voir qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont reçu de l'hydroxychloroquine et qu'on n'a jamais eu de problème de torsade de pointe. Et pour vous dire la vérité, la torsade de pointe, c'est-à-dire ce que les gens pensaient devoir risquer avec l'hydroxychloroquine, il y a 3 stades. Le premier, c'est la bradycardie, c'est-à-dire le ralentissement des bruits du cœur. La deuxième, c'est l'allongement de la repolarisation, l'espace QT, qui peut arriver, sans que ça veut dire qu'il va y avoir une torsade de pointe, et puis ensuite les syncopes. Eh bien, la bradycardie, ça a été étudié par une équipe toulousaine dont je ne crois pas du tout, qui cherchait à promouvoir l'hydroxychloroquine, qui a regardé sur les essais internationaux dont les données sont disponibles sur l'OMS, et qu'est-ce qui donne des bradycardies? Le remdesivir. C'est intéressant, jamais l'hydroxychloroquine. Et ça, c'est neutre, c'est pas nous, c'est l'extérieur. Donc toute cette histoire de toxicité cardiaque, c'est un fantasme, c'est une peur irraisonnée. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, si vous regardez dans les essais thérapeutiques, on dit toujours qu'il n'y a pas eu d'essais randomisés pour l'hydroxychloroquine. On n'a jamais dit que c'était l'hydroxychloroquine seule. Depuis le début, on a dit hydroxychloroquine, azithromycine. Mais vous savez, il vient encore d'être publié, dernière issue du grand journal de maladies infectieuses,
une étude sur le tocilumab qui n'est même pas comparative. Ils disent on a donné du tocilumab et c'est bien. Les 3 premières études de remdesivir, il n'y a aucun comparatif. Le Lancet Gate, c'est une étude observationnelle, absolument pas randomisée. Donc tout ce qui a été publié, à part 2 ou 3 gros essais, à chaque fois que c'était sans la chloroquine, c'était publié. À chaque fois que c'était avec la chloroquine, on disait il faut que vous fassiez des études randomisées. C'est un truc spécifique pour la hydroxychloroquine. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de faire des études randomisées pour regarder la littérature. Moi, je la connais par cœur, la littérature. Donc, c'est pas vrai. C'est pour empêcher et d'ailleurs, les deux études françaises qui avaient commencé à être faites, alors qu'il y avait une tendance à montrer, et s'ils avaient inclus autant de patients qu'ils devaient en inclure et qui avait été écrit qu'ils incluraient, on aurait bien vu le résultat. On n'a rien vu du tout, parce que ça a été arrêté à cause du Lancet Gate et que ça n'a pas été repris, bien qu'on ait su que c'était une invention totale, cette étude. Donc, c'est intéressant de voir comment la randomisation ne sert que quand on veut empêcher les publications sur la chloroquine ou sur l'ivermectine ou sur les traitements qui ne rapportent pas l'argent. Donc c'est intéressant, c'est à garder en tête. Ensuite, il y a les scanners low-dose qui ont été réalisés. Pour nous, ça a été un très très grand progrès, de même que les PET scans pour le Covid long, parce que j'avais écrit ça il y a bien longtemps en disant, écoutez, il faut que les radiologues fassent un effort de recherche, parce qu'on est en train de prendre du retard, en particulier sur les scanners low-dose pour remplacer les thorax, et pour les PET scans pour détecter les images métaboliques. Et eux aussi, ils m'ont attaqué devant le Conseil de l'Ordre pour dire que c'était pas bien de dire que les radiologues ne faisaient pas assez de recherche. Enfin, je vais être très serein, comme vous l'avez d'habitude, parce que je ne regrette pas ce que je dis, puisque grâce à cette stimulation, nos amis radiologues ont fait une quantité de scanners low-dose qui ont permis de détecter des choses que l'on ne voyait pas et de soigner les gens, de les anticoaguler, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu ce très haut débit de scanners low-dose. Donc je ne regrette pas. Si ça a pu sauver une seule personne, que le Conseil de l'Ordre me traîne dedans, je m'en fiche, comme mon métier, c'est pas d'être d'accord avec le Conseil de l'Ordre, c'est de soigner les gens. Voilà. Les génotypages, là aussi, ça a été une intervention nationale. Les gens se sont rendus compte que la France avait beaucoup de retard sur les génotypages et sur les génomes. Donc ici, on a génotypé, c'est-à-dire on a identifié quel était le variant dans 30 000 cas. On a fait les génomes complets dans 18 000, ils sont déposés sur les banques de données, ça fait à peu près 21% de tout ce qu'a fait la France. Malgré le fait de l'investissement majeur qui a été fait en France sur d'autres centres, c'est grâce au fait que le ministère de la Santé a permis l'installation d'une super machine ici qui s'appelle Novasec, qui nous permet de faire du débit, on fait à peu près 1500 génomes par semaine. Donc on a une activité, là aussi, toutes ces données sont absolument uniques. Et pour calmer ceux qui disent qu'on est contre les vaccins, ce qui est une hérésie, on n'a jamais dit ça. On pense qu'en priorité, il faut faire les vaccins pour ceux qui risquent le plus d'attraper la maladie. On a été le premier centre vaccinal à Marseille. On a fait ici 12 000 vaccins, alors que les centres se généralisent. Mais on a été le premier centre vaccinal ouvert à Marseille. Donc tout ça, c'est la réalité, c'est pas les fantasmes des journaux ou des excités, des plateaux télé. C'est la réalité. Voilà. Donc la réalité, elle est là, elle est vérifiable, c'est des données vérifiables. C'est ce qu'a fait les HU, donc il faut être lucide sur les HU. Il faut éviter toutes les mesures qui remettraient en cause le fonctionnement de cet instrument qui est le bijou de cette ville et qui est le bijou de ce pays en termes de maladies infectieuses. Voilà. Et je comprends bien ce qu'est la jalousie, je la subis depuis suffisamment longtemps. Il faut faire attention de ne pas être destructeur. Quand quelque chose marche aussi bien que ça, il ne faut pas le détruire. Il faut faire attention, il faut le protéger, il faut essayer de faire que ça continue à marcher, il ne faut pas le détruire. Et il ne faut pas faire le malin quand on a une nouvelle responsabilité en disant, vous allez voir, je vais tout régler, je vais les mettre au pas. On n'a pas besoin d'être mis au pas, on a besoin d'être encouragé à faire ce que nous faisons. Et si les choses ne se régulent pas, moi, je suggère aux gens qui auront des responsabilités nouvelles de créer des mesures de sauvegarde des IHU pour que la nomination d'un directeur de ceci, de cela, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CHU, ne remette pas en cause des investissements de cette taille et des outils de cette taille-là. Les IHU ont été faits pour répondre à un déficit français de centres de recherche et de diagnostic de taille mondiale. Là, vous en avez un, parmi d'autres. Il faut trouver les moyens de sécuriser ça. On ne peut pas remettre ça en danger à chaque fois que
il y a quelqu'un de nouveau qui est nommé. C'est pas possible, c'est suicidaire, il ne faut pas le faire. Alors, parmi les activités que les IHU ont fait et qu'on nous a demandé de faire, bien entendu, il y a la communication au niveau scientifique et la communication au niveau du public. D'ailleurs, ce que nous reprochait la visite par le jury international, c'est un jury international qui a décidé de la création et du report du IHU, il n'y a pas un Français. Donc c'est peut-être pour ça que ceux qui sont nommés, qui sont français, sont hostiles à une décision qui n'a pas été prise par des Français, qui n'a pas été prise par des institutions françaises. Avait été créé un commissariat général, qui est toujours celui qui est responsable de ces IHU, spécialement pour que ce ne soit ni le ministre de la Recherche, ni le ministre de la Santé qui décide. C'est sous la direction du Premier ministre, et ça a été évalué par un jury international sans Français, parce que s'il y avait des Français, on commençait à faire rentrer en jeu la jalousie, les amitiés, les réseaux, et on n'était plus dans la science. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la science. Que ma tête vous revienne ou vous revienne pas, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la qualité de la science que nous faisons. Alors qu'est-ce qu'on a fait en science? Vous voyez, dans l'IHU, si vous prenez le Web of Science, eh bien, sur cet épisode, en prenant tous les gens qui sont affiliés à cet IHU, en 2020 et 2021, sur cette maladie et sur ce virus, nous avons fait 331 publications scientifiques, d'accord, qui ont été citées 12 000 fois, et avec un H-factor, pour ceux que ça intéresse, de 39. Et parmi les papiers qui ont été faits, il y a 2 papiers dans Science, 2 papiers dans Science Immunologie, il y a un papier dans Nature qui est une presse. Donc il y a un nombre de publications qui est absolument considérable, dans les meilleurs, y compris dans les meilleurs journaux du monde, y compris, c'est très compliqué parce qu'il y a un lobbying pharmaceutique très puissant qui nous rend les choses un peu plus compliquées, mais on survit très bien, ne vous inquiétez pas. Et si vous regardez, pareil, pour Clarivate, les 5 auteurs qui ont le plus publié, qui sont les plus cités en France, eh bien, vous en avez 4 sur 5 qui sont dans l'IHU et dans notre équipe. D'accord ? Dehors de moi, il y a Philippe Gautret, Jean-Christophe Lagier, Philippe Colson, et parmi ceux qui sont les 5 premiers, il y a, dont j'ai déjà parlé, il y a Le Chien, qui est le leader d'une équipe d'ORL internationale, qui fait partie lui aussi des 5 premiers. Donc en pratique, les gens qui ont le plus publié, c'est l'IHU, c'est extrêmement visible, et parmi les 5 plus publiants, il y en a 4 qui font l'IHU. Ça, c'est une publication internationale. C'est la science qu'il ne faut pas arrêter. Il faut arrêter de nous dire que c'est de la science qu'on produit, c'est de la connaissance, et c'est de la connaissance à long terme. D'accord ? Bien entendu, comme vous l'avez vu, beaucoup l'ont vu, vous êtes en train de le voir, comme on nous a dit que nous ne faisions pas suffisamment de communication vers le public, on a pris le problème en main, en particulier grâce à l'aide de Yanis et de Sylvain Buffet, et on a fait notre propre chaîne qui s'appelle « On a le droit d'être intelligent », et on a commencé à mettre cette émission hebdomadaire, et d'autre part les jeudis de l'IHU, ou des communications qui sont faites dans les staffs, d'accord ? Et le résultat, c'est que maintenant, de façon cumulée, 91 millions de personnes ont regardé quelque chose, et volontairement. C'est pas une chaîne de télévision qu'on regarde par hasard, c'est des gens qui viennent, qui cherchent et qui regardent. D'accord ? Et donc, vous voyez, on n'est pas les seuls à faire de la communication. Vous voyez, l'INSERM en fait, mais enfin, ils progressent, hein, c'est pas mal. Ils arrivent à peu près à un tiers de nous. Non, c'est pas si mal, vous voyez. Mais vous comprenez que ça irrite les gens. Le succès irrite terriblement. Vous voyez ? Et donc, vous voyez ici, eh bien, la courbe du nombre par semaine depuis février 2020. Vous voyez ? Et donc, il y a des moments où on a eu, dans le mois, 10 millions de vues. Donc, si vous voulez, ça correspond à un besoin, c'est pas une chose qui arrive par hasard, ça correspond à un besoin. Et du coup, ensuite, il y a des gens qui sont fidélisés, qui regardent, et vous voyez, là maintenant, on est à 524 000 abonnés qui regardent, donc, qui reçoivent un signal à chaque fois qu'on fait une communication, et qui suivent ce qui se passe ici, et ce qu'on leur raconte. Et ce qu'on leur raconte, ce sont des données réelles, c'est pas des commentaires sur la loi ou
ce que devrait être la loi, mais c'est sur l'état de la connaissance. Voilà. Donc, l'état de la connaissance maintenant, l'évolution de la connaissance maintenant, c'est, vous voyez, voilà, ça c'est les données actuelles, vous voyez, du nombre de nouveaux patients testés, et puis le nombre de nouveaux patients positifs. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a actuellement une petite descente du variant indien. Ici, c'est pour différencier, parce que bien sûr, il y a beaucoup de tourisme l'été, et puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour se faire tester ou pour se faire soigner. Et donc, ça, c'est le nombre de gens à Marseille, vous voyez. Et donc, ce qui est intéressant, vous voyez, la proportion ici des gens testés, des gens positifs, les gens en réanimation et les gens décédés. Vous voyez qu'ici, on est, je vous en reparlerai, on est à peu près 1%, ou 1,2% de mortalité. Vous voyez, ça c'est le nombre de cas, ça c'est le nombre de morts avec ce variant. Voilà. Donc ça, c'est tous les différents variants que l'on a pu observer. Il y en a bien plus que les 3 dont vous entendez parler. Hein. Le quatrième, le quatrième, c'est celui qu'on a appelé Marseille 2, qui a commencé en Espagne, plus de 1000 cas hein, ici. Et puis les autres qui sont plus rares. Ça, c'est le nombre de patients génotypés. Et là, c'est le pourcentage par variant de gens qui ont été hospitalisés en réanimation et qui sont morts. D'accord ? Et donc, ça, c'est le UCA, l'anglais, pour lequel il y a eu 1,8% de décès et 2,3% de réanimation. Vous voyez, le Marseille 4, nous, on considère que c'est le plus sévère. C'est le premier des variants, celui qui est arrivé l'été. Il a tué 3,5% des gens, beaucoup tués en octobre, novembre, décembre, avec 2,1% de réa. L'Indien, vous voyez, tue pour l'instant beaucoup moins, 0,6%, avec 42 décès et 1,8% de réa. Beaucoup moins. Et donc, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être la nature de l'évolution de ce virus avec ces variants, d'avoir des variants qui sont plus contagieux, avec des CT beaucoup plus bas, même chez les vaccinés, et une mortalité qui est plus faible, chez les non-vaccinés comme chez les vaccinés. Donc c'est intéressant, c'est peut-être l'évolution naturelle. N'oubliez pas, les virus, c'est vivant. C'est-à-dire que ça change, et que donc, il n'y a pas un virus auquel il y a une réponse immunitaire unique, et qui infecte les mêmes personnes, qui donne la même mortalité. Vous savez ça avec la grippe. Il y a des grippes qui atteignent beaucoup d'enfants et pas les autres. Il y a des grippes qui tuent beaucoup et d'autres qui tuent moins. C'est des variations. Et ici, vous voyez, le brésilien est aussi un variant qui donnait une mortalité significative. Vous voyez, Marseille 2 aussi, une mortalité significative. Donc, pour l'instant, l'Indien est un de ceux qui nous donne la mortalité la plus faible. Voilà. Et ceci, les vagues épidémiques, vous voyez, sont représentées ici. Ce qu'on a fini par trouver, mais je vous en parlerai une autre fois, c'est que dans le Marseille 4, en réalité, il y a 2 sous-variants qui expliquent pourquoi cette courbe épidémique n'était pas une courbe épidémique comme vous voyez toutes les autres, mais une courbe épidémique à 2 pics, c'est qu'en réalité, il y en a 2 à la fois. Donc il va falloir qu'on les sépare pour qu'on comprenne bien qu'à chaque fois, c'est une nouvelle courbe épidémique, et pour essayer de comprendre ensuite, ce que personne ne comprend pour l'instant, pourquoi un virus remplace un autre, pourquoi il vient lui prendre la place, pourquoi celui-ci s'arrête. C'est des questions qu'on se pose depuis bien longtemps, auxquelles on ne sait pas répondre. La mortalité, eh bien on voit que la mortalité, c'est le nombre de décédés, le nombre de morts. Vous voyez bien que c'est tout blanc jusqu'à 50 ans, et il y a de temps en temps, de façon sporadique, quelqu'un qui meurt. Parmi ceux qui meurent, qui sont les plus jeunes, il y a beaucoup les obésités morbides, c'est probablement la cause la plus importante. Il y a beaucoup de troubles génétiques, les trisomies 21 meurent beaucoup plus jeunes que les autres. Et il y a quelques-uns qu'on ne comprend pas très bien, c'est l'objet de travaux qui sont faits avec Jean-Laurent Casanova autour de l'interféron, les gens qui ont du polymorphisme dans les gènes de l'interféron, des gens qui ont des auto-anticorps contre l'interféron, un risque de mort plus important. Ça fait l'objet de plusieurs papiers avec Jean-Laurent Casanova sur ces gens-là qui meurent d'une façon que l'on ne comprend pas. Les autres, on les comprend, ils font partie d'un groupe à risque. Et bien entendu, ces gens qui font des groupes à risque,
qui font partie du groupe à risque, c'est ceux sur lesquels on doit focaliser notre attention de manière extrêmement active, parce que c'est ceux qui vont mourir. Et donc maintenant, y compris maintenant, on va le voir, vous voyez, donc à partir de 60 ans, ça commence à augmenter, et puis à 70 ans, 80 ans, ça augmente beaucoup, et ça, si vous le mettez en pourcentage, vous le revoyez ici, vous voyez, ici jusqu'à 50 ans, il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose au Gabon. D'ailleurs, je peux vous dire, j'ai vu 10 morts de franzile, c'est pareil. C'est les sujets âgés, puis les sujets obèses, les sujets diabétiques. C'est les morts. Ici, pareil, les 50-59 ans, et puis après 60-69 ans, vous voyez, ça commence à représenter vraiment une part importante, 25-60%. Je ne dis pas que c'est pas important, 60-69 ans. Hein. Moi, je suis dans ce groupe-là, donc je trouve que c'est très important de s'en occuper. C'est pas bien qu'ils meurent, hein, donc il faut les protéger. Pour les protéger, eh bien, même si la vaccination est imparfaite, c'est bien de leur faire. Hein. De la même manière pour les 70-79 et dans les 80-99. Alors 89, alors là, c'est un vrai désastre. Après 90, ça donne l'impression de baisser, mais en réalité, c'est parce qu'il y a moins de personnes. Hein. Donc il faut être très attentif. Alors, si on reprend maintenant et qu'on regarde, très bien, on a vu le nombre de morts par variant. On a vu qu'il y avait moins de morts avec le variant indien. Nous, sur ce que nous avons, ce que nous voyons ici, dans le nombre de décès, vous voyez que, bien sûr, il y a moins de décès avec le variant indien. Là où il y en avait le plus, c'est le premier, le variant chinois, et les Marseille 4 et Marseille 2, qui étaient superposés. C'est pour ça qu'on est obligé de les mettre ensemble. Vous voyez que si on regarde la moyenne ou la médiane, la moyenne c'est quand la distribution est comme ça, on peut faire une moyenne. Quand elle est comme ça, on n'a pas le droit de faire une moyenne, on fait la barre qui sépare à moitié les uns les autres. Et donc vous voyez que la médiane ne change pas, elle est aux alentours de 80 ans. Donc c'est bien les mêmes personnes qui meurent, et ces personnes qui meurent, elles peuvent être vaccinées dans un certain nombre de cas. Dans beaucoup de cas, elles ne sont pas vaccinées, elles devraient être vaccinées. Donc ça doit devenir un sujet essentiel. C'est pourquoi il y a des gens dont on sait qu'ils sont très à risque, qui ne sont pas vaccinés. C'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. C'est celui-là le sujet qui, moi, m'apparaît le plus important. Il faut les protéger. Est-ce qu'il faut faire systématiquement chez les gens qui ont été vaccinés, regarder s'ils ont des anticorps? Ça peut être utile, mais malheureusement, il y a des gens qui ont des anticorps et qui font quand même un Covid-19. Est-ce qu'il faut systématiquement leur faire une troisième vaccination? Peut-être en Israël, ils parlent d'une quatrième vaccination chez les sujets à risque. Je ne vois pas qu'on peut faire des 4 vaccinations chez les sujets qui ne sont pas à risque. Chez les sujets à risque, il y a une vraie question, c'est que ceux qui meurent, même s'ils meurent moins, ce sont les gens qui font partie du groupe à risque, c'est-à-dire les obèses, les trisomiques, les diabétiques, les grands hypertendus, et les sujets qui ont plus de 70 ans sont les gens qui ont un risque de mourir de ça. Ceux-là, on doit les protéger en priorité. Ceux-là, il faut vraiment s'en occuper. Voilà. Merci beaucoup.